Oui, il me parle en anglais, ce truc. Tac. Non, il t'a parlé en anglais, Michel. Oui, oui, je sais pas comment mon micro était branché. Bonjour, déjà, ouais. Oui, oui, il m'a Bonjour. dit, je sais pas quoi, J'ai un progresse, hein. oncologue en ligne, j'arrive pas. Je vais couper le micro, comme ça, je gêne personne. Florian, ça va? Ça va et toi? Ah ouais. Plaisir de te voir. Pareil. Je t'enverrai le PDF, hein, Oui, d'accord, ok. Fabienne. Je vais le faire même de suite, comme ça j'oublie pas. Ouais, ça je vais. C'est que Marina, elle se régale là-bas, hein. Oui, alors j'ai des nouvelles pas indirectement parce que comme il y a la fille de Stéphane aussi, Exact, exact. Ils ont le même appart, hein, je crois, hein, ouais, oui, ouais. oui, c'est ça. Donc je sais que Oui, tout va Oui, bien Tahiti, hein, pour Marina, hein. ah oui, à ouais. Tahiti tout se passe bien. Ah, Ça Véro, se je l'ai passe même pas bien. vu. J'ai failli lui envoyer le lien, mais là, c'est une Eh heure oui, du là, matin. c'est pas les bons décalages horaires. Oui. Ça pourrait t'intéresser, ça, Timothée. Apprendre à grader et gérer les effets secondaires en oncologie. Tu peux pas l'écouter, la réunion? Les autres, j'ai pas le temps, je comprends rien, pourquoi. Ça va pas. Ça te dérange, Fabienne, si on commence? Parce que Félicia sait qu'à 13h15, je dois me déconnecter parce que c'est un peu la course aujourd'hui. Vas-y, vas-y, bien sûr. Elle m'a dit que de toute façon que c'est toi qui commençais, donc c'est peut-être Ouais, pour ça qu'elle est un peu en décalage. il n'y a pas de souci. Vas-y. Alors, bon, bonjour à tous. Donc, Franck Arch, je suis pharmacien à la paix et enseignant à la fac. Et donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'apprendre à grader, c'est vraiment grader les effets indésirables, c'est pas les gérer. On verra dans un second temps, lors d'une prochaine réunion, comment les gérer. Mais pourquoi c'est important de les grader? Parce que c'est de la gradation que finalement tout va dépendre la prise en charge par la suite. Et donc, ce qui est important, ben, finalement, c'est un peu gradé, c'est savoir si on est plutôt vert clair ou si au contraire on est rouge foncé. Donc, en gros, est-ce que ça va de la toxicité qu'on peut gérer à la maison ou est-ce que ça nécessite une hospitalisation, voire un engagement du pronostic vital?
Donc, tout est basé sur ce document-là. Donc, le CTCAE, c'est un document qui répertorie tous les effets indésirables que l'on rencontre en cancérologie et qui est découpé sous forme de 5 items de grade 1 à grade 5. Grade 1, c'est mineur, grade 5, la personne est décédée. Et surtout, un langage qui est international, que vous fassiez de la cancéro en Amérique, en Europe, en Asie, tout le monde grade les effets indésirables selon le CTCAE. Donc, bien évidemment, dans le CTCAE, il y a des effets indésirables qui ne sont pas du tout du ressort de la gradation du pharmacien parce que ce sont des choses qui sont complexes et qui nécessitent un examen clinique. Mais vous allez très vite vous apercevoir qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire et ça va vous parler parce que ce sont des effets indésirables que vous allez rencontrer au comptoir. Et l'objectif de grader, c'est que quand vous allez devoir rejoindre l'équipe médicale et notamment l'équipe de cancéro ou d'hématologie, si vous dites que ben, finalement il a tel effet indésirable et que globalement c'est un grade 1-2 ou si vous dites non mais là c'est vraiment un grade 3 parce que si, parce que ça, l'oncologue, ça va immédiatement accélérer la prise en charge et surtout ça montrera que vous avez déjà débuté une partie de l'orientation du patient qui est finalement, au plus un patient est orienté rapidement, au plus un patient sera bien pris en charge. Vous avez une version alors, qui est allégée, qui n'est pas aussi longue que celle du CTCAE, qui est fait par Onco Nouvelle-Aquitaine, pour lequel tout a été traduit en français. Et sinon, vous pouvez également taper CTCAE FFCD donc pour Fédération francophone de cancérologie digestive, et eux également l'ont traduit en français. Donc, mais vous allez voir, j'ai essayé de vous reprendre les principaux effets indésirables que vous allez rencontrer couramment au comptoir. Hop. Donc finalement, donc ça on l'a vu, de grade 1 à grade 5. Donc ça c'est la théorie. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est est-ce qu'il y a une incidence sur les activités dites instrumentales de la vie quotidienne, qui sont par exemple téléphoner, euh, faire le ménage, faire ses activités du quotidien. Si ça interfère avec cela, c'est plutôt grade 2. Si par contre ça interfère avec les activités dites élémentaires, c'est-à-dire pouvoir se laver, se faire à manger, se nourrir, etc., c'est directement un grade 3. Le grade 3 est également quelque chose qui va quasiment systématiquement conduire à une hospitalisation. Donc, grade 1, 2, on reste à la maison. Grade 3, hospitalisation. 4, généralement soins intensifs. Et 5, le décès. Alors, si on regarde un peu comment on peut arriver. Donc, les effets indésirables, vous allez voir souvent, c'est la folliculite. Donc, ce n'est pas de l'acné. Et en fait, vous allez voir que c'est très facilement quantifiable. Je vais vous montrer après comment on arrive à facilement savoir quelle surface du corps est touchée. Puisque vous voyez, folliculite grade 1, c'est globalement moins de 10% de la surface corporelle. Grade 2, c'est 10 à 30%. Grade 3, 30% et plus. Et ensuite, c'est globalement le grade 4, c'est un grade 3 qui, en plus, on va pouvoir y associer ou non des prurites, une sensibilité excessive de la peau, avec un risque notable pour le pronostic vital. Alors, ça, c'est juste pour vous donner quelques grandes lignes. C'est des effets indésirables à folliculite qu'on va retrouver très fréquemment avec les anti-EGFR, notamment l'erlotinib, le gefitinib. Vous allez pouvoir le revoir aussi avec le vemurafenib et le dabrafenib, qui sont deux anti-BRAF. L'intensité, elle est variable et souvent, on a à peu près 10% des cas, on a du grade 3, donc plus de 50% de la surface corporelle est touchée. Attention, ce n'est pas de l'acné, ça y ressemble, mais on n'est pas du tout sur un processus avec une bactérie à l'origine, mais là, on est vraiment sur un processus d'inflammation du bulbe pileux uniquement. C'est aseptique. Les localisations, bon, ben, c'est visage, torse et dos, ça change pas. Et c'est quelque chose qui est réversible à l'arrêt du traitement. Donc, il n'y a pas de panique à avoir. Attention, le soleil, la radiothérapie et la peau sèche sont des facteurs qui vont majorer la folliculite.
ça, on va sauter. Ça, on va sauter. Et voilà. Donc, l'autre partie qui est importante, c'est le syndrome main-pied. Ouh là là. Le syndrome main-pied, donc comme son nom l'indique, ça attaque les mains et les pieds. Donc, c'est pour ça que les patients au comptoir, quand ils viennent, et notamment s'ils sont sous capécitabine, parce que c'est quand même celui qui va en donner le plus, faut pas hésiter à leur demander à minima qu'ils vous montrent leurs mains. Puisque s'ils ont les mains rouges comme ici, c'est probable et qu'ils se plaignent de douleurs dans les mains, c'est que probablement, c'est un des effets indésirables du médicament. Vous avez deux formes de syndrome main-pied. Le syndrome main-pied où vous avez, comme ici, toute une partie rouge qui est très inflammatoire et une partie blanchâtre ou jaunâtre qui est de la corne. Donc là, volontairement, j'ai pris cet exemple-là parce que ça permet de bien voir la différence. Donc ça, c'est quelqu'un qui a les deux formes de syndrome même-pied. C'est ce qu'on appelle un syndrome même-pied mixte. Une partie est inflammatoire en rouge et une partie est hyperkératosique. Mais on peut avoir aussi soit que de l'inflammatoire, soit que de l'hyperkératosique. Donc là, ce qui est intéressant à poser comme question sur le syndrome main-pied, c'est est-ce que les patients ont des douleurs à la marche? S'il y a des douleurs à la marche, globalement, on est déjà sur du grade 2-3 parce que avoir des douleurs à la marche, ça perturbe les activités à la fois instrumentales et élémentaires de la vie quotidienne. Parce qu'en fait, c'est très douloureux. La partie hyperkératosique, les patients vont vous dire que globalement, ils ont l'impression qu'à chaque fois qu'ils posent le talon par terre, ils ont l'impression qu'on leur plante des aiguilles dans le pied. Ben, c'est normal parce qu'en fait, la chair, enfin, la partie hyperkératosique est très très dure et donc elle va rentrer dans la chair molle et c'est ça qui est très douloureux. Et quand c'est inflammatoire, ben, en fait, ils ont l'impression que ça brûle en permanence et donc c'est pour Oui, ça que c'est c'est très mamie, douloureux. ça. De quoi? Mamie, elle a ça sous les pieds. Ah, ça? Mm. Pas de chier. Bah, de rituximab, si. Quoi? Donc ça on saute, c'est les modalités. Donc après la phototoxicité, donc là c'est pareil, donc c'est la réaction allergique, enfin, c'est la réaction au soleil, c'est une réaction toxique au soleil plus exactement. Donc là c'est pareil, c'est le pourcentage du corps qui est touché. Moins de 10%, 10 à 30%, plus de 30%, c'est comme la folliculite. Pour ce qui est des proportions. Attention, il faut bien également dans ces situations-là, avant d'imputer la thérapie orale, s'intéresser à est-ce que les patients ont mis notamment du kétoprophène ou est-ce qu'ils ne seraient pas sous doxycycline ou érifluide qui pourrait là aussi majorer le risque de phototoxicité puisque très réactif avec le soleil. Donc toujours bien penser à écarter d'autres raisons que l'anticancéreux sur cette toxicité liée à l'exposition au soleil. Donc, comment calculer? Ben, en fait, vous voyez, pardon, excusez-moi, vous voyez, c'est assez simple, puisque vous savez que globalement, ben, la face avant, ça fait 4,5% à peu près. Donc, la tête entière, ça fait à elle seule 9%. Le torse, c'est 18%, enfin le tronc plus exactement. Enfin, Ouais. le tronc de face, c'est 18. Le tronc de dos, c'est 18 aussi. La face avant du bras, c'est 4,5. Donc, chaque bras en entier, ça fait 9. La face avant d'une jambe, c'est 9. La face arrière, c'est 9. Donc, une jambe entière, c'est 18%. Donc, en fait, très vite, et la main, c'est 1%. Donc, en fait, vous arrivez très vite à savoir si vous êtes à 10, entre 10 et 20, et au-delà de 30% de la surface du corps qui est atteinte par les fins désirables. Homme-femme, il n'y a pas de changement là-dessus. Et vous avez les règles pour les enfants, pour justement, et en fonction de l'âge, la naissance et jusqu'à 15 ans. Donc ça, c'est important parce que finalement, c'est quelque chose que vous pouvez tous avoir imprimé dans vos pharmacies et globalement, c'est assez facile après derrière de savoir quel est le Oui. pourcentage de la surface cutanée qui est Effet affectée. secondaire en oncologie. C'est une question qui va être fréquemment demandée, notamment par les oncologues ou par les dermatologues, pour savoir et évaluer la gravité de l'atteinte cutanée. C'est quel est le pourcentage du corps qui est atteint par les fins indésirables.
prépare un truc et finalement j'oublie. La diarrhée, donc la diarrhée, ça c'est aussi quelque chose que vous allez rencontrer fréquemment au comptoir. Donc là, ce qui est très très important d'identifier, c'est que vous Fais gaffe. voyez euh, la diarrhée selon le CTCAE, c'est pas la diarrhée comme on l'entend tous les jours. C'est-à-dire qu'une diarrhée de grade 1, c'est une augmentation au moins de 4 du nombre de selles par jour. Donc, c'est-à-dire si quelqu'un qui a une selle liquide par jour, on ne le considère pas vraiment, on ne considère pas ça comme de la diarrhée. On va lui dire de manger un peu plus de pâtes ou du riz, des féculents, mais globalement, on ne va pas le mettre sous antidiarrhéique. Après, si c'est un patient qui va 4 à 6 fois à la selle par jour et qui allait à la base une fois, ben on est déjà à un grade 2 et à grade 7 et à grade 3, c'est au-delà de 7 selles, une augmentation de plus de 7 selles liquides par jour. Là, c'est les risques de déshydratation qui sont très importants avec un risque clairement de menace du pronostic vital si on ne gère pas la diarrhée dans les temps. Autre particularité, il faudra que vous vous habituez à demander à vos patients quand ils sont sous thérapie orale, est-ce qu'ils sont également sous immunothérapie? Parce que l'immunothérapie peut générer des diarrhées qui, elles, ne vont pas répondre forcément aux antidiarrhéiques classiques, puisque là, ce sont des diarrhées qui sont liées à une réaction du système immunitaire. Donc, c'est une diarrhée qui est médiée par le système immunitaire et si à grade 1, on va les prendre en charge de la même manière que ce soit sous ITK ou sous thérapie orale ou sous immunothérapie, à partir du grade 2, si c'est lié à l'immunothérapie, on va souvent introduire des corticoïdes. Donc, prenez l'habitude de leur demander s'ils sont sous immuno également et s'ils sont sous immuno, est-ce qu'ils ont de fortes douleurs au niveau du ventre? Parce que s'ils ont des sortes de douleurs au niveau du ventre, comme si à type de coup de poignard ou de coup de couteau dans le ventre, euh, il va falloir derrière suspecter une colite perforante avec risque de septicémie. Donc ça, c'est important. Les 3 questions sur la diarrhée, c'est en effet quel était le transit avant de débuter le traitement? Euh, Est-ce qu'ils ont de l'immunothérapie? Et s'ils ont de l'immunothérapie, est-ce qu'ils ont l'impression est-ce qu'ils ont des douleurs violentes ou du sang dans les selles euh, quand ils ont la diarrhée? Si oui, c'est directement retour vers l'oncologue. Ils vont être hospitalisés et gestion de l'effet indésirable en conséquence. Mais ce qu'il ne faut surtout pas Il n'y a faire, pas de c'est téléphoner dans le service et dire bah, le patient il a la diarrhée et avoir aucune information sur la quantité de sel, sur depuis quand. Pensez-vous aussi à demander s'il y a de la fièvre associée parce que ça pourrait être Non, non, pas bactérien très bien, et s'il te c'est plaît. pas forcément dû à la thérapie orale pour justement bien cadrer la situation autour de la diarrhée. Hop, donc ça, on saute. La constipation, ben, c'est plus ou moins le même principe. C'était de bien demander quel était le rythme du transit. Donc, les patients qui allaient déjà qu'un jour sur deux à la selle avant de débuter le traitement, ben, ça ne sert à rien de s'alarmer. S'ils y vont toujours qu'une fois sur deux, ils ne sont pas constipés, c'est leur transit normal. Et ensuite, il faut voir s'ils utilisent déjà des médicaments pour la constipation ou pas, s'ils sont sous morphinique ou pas, est-ce qu'ils ont une activité physique adaptée, est-ce qu'ils s'hydratent bien avant de vouloir forcément déclencher une prise en charge intense, on va dire, de l'effet indésirable. Les nausées, donc sur les nausées, les questions qui sont importantes à poser, c'est est-ce que les nausées sont accompagnées de vomissements, premièrement? Est-ce que les nausées s'accompagnent d'une perte d'appétit et d'une perte de poids? Globalement, si les nausées sont accompagnées d'une perte d'appétit ou d'une perte de poids, ce sont des formes qui vont être plus sévères, pour lesquelles il va falloir agir assez rapidement parce que la perte de poids en cancérologie, ça va être un problème parce que ça va générer de la fatigue chez les patients et ils vont perdre souvent de la masse musculaire.
Après aussi voir si ces nausées elles sont plutôt à distance ou à proximité de la prise du traitement. Et, euh, et également, est-ce que si c'est entre les repas, ou plutôt avant d'attaquer un nouveau repas, que les nausées sont présentes. Parce que par exemple, si c'est au début du repas, ben, il sera intéressant de mettre un préimpérant, enfin du métroclopramide, une demi-heure avant de débuter les repas. Si c'est plutôt à proximité de la prise du médicament, ça sera plutôt une demi-heure avant la prise de l'anticancéreux. Astuce également, donc c'est pas une astuce scientifiquement démontrée, c'est que les médicaments qui se prennent qu'en une fois par jour et pour lesquels il y a de la nausée, ben, il est préférable de les prendre plutôt le soir. Il semblerait que ça réduit le nombre de nausées en les prenant le soir. Ils le prennent, ils mangent, et puis après dans la foulée, quand c'est l'heure d'aller se coucher, ils vont se coucher. Généralement, on constate moins de problèmes de nausées que ceux qui le prennent en début de matinée, quand c'est possible, bien évidemment. Les vomissements, ben, c'est comme la diarrhée, ça se quantifie. Combien d'épisodes de vomissements sans traitement ils ont dans la journée, parce que là, c'est les mêmes conséquences que la diarrhée. Le risque, c'est la déshydratation et l'engagement du pronostic vital si on ne fait rien. D'autant plus qu'après les vomissements, les patients vont souvent avoir peur de vomir parce que vomir, c'est fatigant et donc ils vont moins manger. Et si ils vont moins manger, ils vont se dénutrir, etc., etc. Après, l'hypertension artérielle, ben là, c'est pareil, c'est les mêmes valeurs que chez l'adulte qui n'a pas de cancer. C'est est-ce qu'on est supérieur à 140-90? Vous savez que maintenant, c'est les mesures au domicile qui font foi et c'est plus les mesures qu'on prend au cabinet médical qui sont reconnues pour adapter les traitements. Donc ça, c'est vous retenez 140-90 au domicile et il n'y a pas de changement anticancéreux ou pas. L'hypertension, c'est la même chose. Les mesures pour revenir à la tension, c'est pareil. On préconise plutôt le brassard que le tensiomètre au poignet, ou alors bien, il va bien falloir redire et redire au patient qu'il faut bien ramener le poignet au niveau du cœur, parce que sinon, ça va modifier, ça va biaiser le résultat de l'hypertension, des résultats de la tension artérielle. Alors que l'avantage, c'est qu'avec le brassard, il n'y a pas besoin de se poser la question. Ça, on s'en fout. Et alors après, l'autre chose pour laquelle il va falloir être très vigilant, c'est les patients qui vont venir et se plaindre de fièvre. Alors, les patients qui vont se plaindre de fièvre, il va falloir essayer de récupérer ou de savoir s'ils ont fait un bilan biologique récemment, parce qu'en fait, s'ils ont un déficit en neutrophile et qu'il y a de la fièvre associée, c'est directement une hospitalisation. Parce que là, une neutropénie fébrile, c'est quelque chose qui peut facilement dégénérer en septicémie générale et induire le décès du patient. Donc vraiment, quand les patients ont de la fièvre et s'ils sont sous anticancéreux, le réflexe est vraiment de leur demander s'ils ont fait une prise récente et si oui, d'essayer de récupérer le résultat pour voir ce qu'il en est. Si on a des neutrophiles bas et de la fièvre, il va falloir faire plutôt le 15 ou appeler directement l'hospitalisation et pas les envoyer aux urgences pour la simple et bonne raison qu'aux urgences, notamment à cette saison-là, c'est déjà un foyer pullulant de bactéries et de virus et ça vaudrait pas ça serait dommage qu'on leur rajoute une nouvelle infection sur un terrain infectieux déjà probablement présent. Donc la neutropénie, c'est vraiment quelque chose qu'il faut avoir en tête, surtout quand ils sont sous chimiothérapie conventionnelle, qu'elle soit péros ou injectable. C'est vraiment quelque chose qui, si elle n'est pas prise à temps, peut facilement dégénérer chez nos patients. Et vous voyez, hein, contrairement aux autres, il n'y a pas de grade 1-2, c'est directement neutropénie plus fièvre, un grade 3. Donc ça, c'est juste pour vous rappeler qu'est-ce que c'est que la neutropénie. Donc la neutropénie, on est à grade 3 quand on est entre 0,9 et 0,5 giga par litre de globules blancs. Grade 4 quand on est inférieur à 0,5 et quand on est inférieur à 0,1 giga de neutrophiles. Là, c'est carrément urgence.
La fièvre, c'est au-delà de 38, on considère que c'est de la fièvre et c'est au-delà de 38 sans paracétamol, bien évidemment. Hop. Les mucites, alors les mucites, c'est pas facile à gérer de façon globale. Bon, c'est pas. Mais on va les astuces pour savoir où on en est, c'est est-ce que les aftes vont générer des douleurs au moment de s'alimenter. Si tel est le cas, on est déjà sur un grade 2. Et si ça les empêche de s'alimenter, c'est carrément grade 3. En fait, c'est plutôt ça qu'il faut regarder et aussi leur demander si les aftes sont plutôt à l'avant de la bouche ou plutôt en oropharyngée, c'est-à-dire au fond de la gorge, début de l'œsophage. euh, et là, pour lesquels, généralement, c'est plus problématique quand ils sont au fond de la gorge que quand ils sont au niveau des gencives et sur la face avant de la langue. Bon, après, vous n'allez pas regarder s'ils ont de la nécrose et tout dans la bouche, mais en tout cas, voilà, c'est est-ce que c'est douloureux? Si oui, et qu'ils arrivent quand même à s'alimenter, c'est grade 2. Si c'est douloureux au tel point qu'ils ne s'alimentent plus, c'est grade 3. La fatigue, donc la fatigue, c'est assez simple. C'est est-ce qu'ils font la sieste? Est-ce qu'ils font la sieste alors qu'avant ils ne la faisaient pas parce qu'ils faisaient déjà la sieste avant, on s'en fout. Mais s'ils faisaient pas la sieste et qu'ils la font, première question, c'est est-ce qu'ils sont moins fatigués ou pas quand ils se réveillent de la sieste? S'ils sont moins fatigués en se réveillant de la sieste, c'est plutôt du grade 1. S'ils sont pas moins fatigués, si la sieste elle n'est pas récupératrice, on va plutôt être sur du grade 1-2 à voir derrière. On va leur demander également, est-ce qu'ils ont changé leurs habitudes? Est-ce que depuis qu'il y a la fatigue, ils font moins d'activités du quotidien? Est-ce que par exemple, ils ont arrêté de faire le ménage? Est-ce qu'ils ont arrêté d'aller au jardin? Est-ce qu'ils ont arrêté de faire les cours tous les jours? Etc., etc. Et c'est ces questions-là qui vont nous permettre d'orienter. Si vous dites que globalement, jusqu'à présent, ils étaient capables de faire leurs activités et que maintenant, ils restent 2 heures dans le fauteuil, ils sont actifs 10 minutes, puis de nouveau 2 heures dans le fauteuil, là, on est plutôt sur du grade 2-3. Et si vous dites qu'ils n'arrivent même pas à sortir du lit, ben, on est vraiment sur du grade 3. C'est plutôt, voilà, c'est les habitudes de vie, la sieste, les habitudes de vie, qu'est-ce que ça induit comme réduction des activités au quotidien? Bon, après, si vous avez quelqu'un qui vous pourrait 40 km qui faisait du vélo 50 ou 100 km de vélo par jour et qui vous dit qu'il arrive à en faire plus que 30, bon, globalement, oui, il est fatigué, mais c'est pas la même chose que quelqu'un qui finalement n'était pas spécialement sportif, mais arrivait à faire son quotidien et qui maintenant vous dit, bah, franchement, déjà aller chercher la baguette tous les jours, je suis épuisé. Autre chose aussi à avoir en tête, c'est est-ce qu'il y a des essoufflements associés à la fatigue? Parce que potentiellement, ça pourrait être quelque chose qui soit autre, une origine autre que le médicament, notamment s'ils sont essoufflés, ça pourrait être un problème pulmonaire ou un problème cardiaque. Donc, ça. Donc, en effet, quand ils sont fatigués, on va essayer de regarder au bilan biologique s'il n'y a pas une hypothyroïdie associée, s'il n'y a pas une anémie, s'ils ne sont pas dépressifs, pardon, et s'il n'y a pas une insuffisance cardiaque qui pourrait être des sources de fatigue et qui ont pour le coup aucun lien avec la thérapie orale. Et le dernier cas, donc ça, c'est des choses où clairement je les mets volontairement pour vous dire qu'en effet, tout est gradable dans ce CTCAE, mais là pour lesquels c'est très compliqué d'arriver nous, en tant que pharmaciens, à se plonger dans ce type d'effet indésirable. Même certains médecins ont du mal à savoir euh, comment arriver à évaluer. Sur les neuropathies, ben, en fait, juste ce qu'il faut savoir, c'est si déjà les picotements, les décharges électriques, les sensations douloureuses qu'ils ont, est-ce qu'elles sont continues ou pas? Est-ce qu'ils ont tout le temps cette sensation-là ou c'est par intermittence? Et est-ce que pareil, ça perturbe les activités de marche, l'activité de faire à manger, etc., etc. C'est juste ça qu'on va demander à un pharmacien et les questions que vous devez poser à vos patients quand ils se présentent en vous disant j'ai des picotements au niveau des mains et des pieds, sachant qu'ils pourraient vous dire la même chose pour un syndrome main-pied en vous disant j'ai des picotements au niveau des mains et des pieds. Donc c'est là où si vous voyez que les mains sont rouges, on va plutôt partir sur un syndrome main-pied. S'il n'y a pas l'air d'avoir d'atteinte cutanée et qu'il y a
des symptômes de picotement et tout dans les mains, on sera plutôt sur un système de neuropathie périphérique, mais là, pour le coup, c'est à voir avec l'oncologue. Voilà, j'ai essayé de vous faire les principaux effets indésirables que vous pouvez rencontrer. Est-ce que vous avez des questions? Florian, salut, c'est Félicia. Coucou. Florian, les vomissements, c'est sans traitement? C'est avant le Alors, Rhode la première Enfin, fois, l'idéal, c'est de savoir combien de fois ils vomissent sans traitement et après, combien de fois ils vomissent avec d'accord, traitement. Mais c'est bien de savoir comment aussi au départ, co- comment ça se passe sans traitement. Alors après, si d'emblée, ils se sont mis à d'accord, vomir, bon, ben voilà, on va pas trop chercher à comprendre, mais si on arrive à savoir comment, s'ils arrivent à ne pas vomir sans traitement, c'est pas mal. d'accord. Bonjour, Et- excusez-moi, Enfin, je sais pas si vous m'entendez. Oui, Alors moi, ma question, ce serait sur la classification CTCAE. oui, Quand vous gradez, il y a plusieurs, pour chaque grade, il y a plusieurs critères, on va dire, de, enfin, pour définir en fait le grade. Est-ce qu'il faut que tous les critères soient réunis non. ou est-ce qu'il faut qu'il n'y en ait qu'un seul à chaque fois? Non, non, je sais pas, par exemple, vous avez un exemple particulier? J'ai plus les diapos, du coup, je pourrais pas vous dire, mais il me semble que les diapos du début, donc sur Euh, quand vous montriez, par exemple, la diarrhée, il y La avait. diarrhée, non, franchement, la diarrhée, c'est surtout. Alors, la diarrhée, c'est le nombre de selles liquides, ça, c'est primordial. Et après, ce qu'on essaye aussi de savoir, si est-ce que c'est récidivant ou pas. Est-ce qu'en gros, c'est un patient qui. Est-ce que c'est des diarrhées qui reviennent fréquemment ou est-ce que c'est la première fois qu'il a des diarrhées et qu'avant, il n'en avait jamais eu? Mais le D'accord, nombre de selles suffit à lui-même pour évaluer l'intensité. d'accord, je vous remercie. Mais alors, par contre, ce qu'il faut faire attention, c'est si vous avez, par exemple, peu de sel, mais déjà du sang dans les selles, là, en effet, ça peut augmenter le grade. Parce D'accord, que les ok. signes de gravité vont permettre de pondérer la gravité. D'accord. Donc on prend toujours les signes de gravité quand Ouais, il faut toujours poser les questions pour savoir si c'est associé ou pas à des signes de gravité. d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Vraiment, l'idée de la gradation, c'est surtout de vous dire, voilà, quelles sont les questions qu'il faut. Si vous n'êtes pas capable de dire c'est grade 2, c'est grade 3 l'oncologue, globalement, c'est pas ce qu'il y a de plus problématique. Mais par contre, c'est être capable de se dire, voilà, il a ça et il a, oui ou non, tel et tel facteur de gravité associé. Et ça, c'est ça, en fait, qui est le plus important si vous êtes sentez pas à l'aise, et notamment les premiers temps, c'est tout le monde, on se sent pas à l'aise avec la gradation. Mais si vous avez déjà le réflexe d'avoir toutes les questions qui permettent de savoir s'il y a des facteurs de gravité ou pas associés, c'est le principal. Est-ce qu'il y a d'autres questions? De toute manière, si besoin, vous posez les questions vous envoyez un mail à Fabienne, vous les posez à Félicia, une fois que je suis parti, et je ferai un mail réponse à Fabienne qu'elle vous diffusera s'il y a d'autres questions qui vous sont venues entre-temps. Et franchement, lancez-vous, c'est pas compliqué. En- c'est une habitude. C'est comme tout, c'est comme le vélo. Une fois qu'on est monté dessus, on n'oublie jamais d'en faire. Il y a une personne qui demande si elle pourrait avoir accès aux diapos. Oui, oui, je vais en faire D'accord. je vais modifier deux, trois diapos, mais oui, oui, bien sûr, j'envoie tout ça à Fabienne pour qu'elle diffuse et que ce soit D'accord. disponible sur le site de l'URPS. Il n'y a aucun souci. Bon après-midi, à bientôt, et puis À bientôt, Florian. merci Merci. lancez-vous, Florian, merci lancez-vous. Florian. À plus. À À plus. bientôt. Merci. Au revoir. Bon, bah du coup, je vais prendre le relais. Bonjour à tous. Donc, merci à tous d'être là encore. L'idée là, c'est de prendre, de prendre un cas concret et du coup, avec un traitement un peu, on va dire un peu rare. Enfin, et en tout cas, pour quelque chose, ben,
comme il y a Mars bleu bientôt, ben, en lien avec Mars bleu. Donc, aujourd'hui, donc, je sais pas, vous voyez mon écran, c'est bon, c'est partagé? Oui, Allez, super. Donc, on va essayer de voir un patient qui a 54 ans, qui mesure 1,80 m, qui pèse 76 kilos, qui a des antécédents de tabagisme, d'alcoolisme mondain. Excusez-moi, est-ce que vous pouvez mettre en plein écran, Ah s'il vous oui, plaît? oui, oui. Merci. Voilà. Donc, peu importe en gros le... Ah, ça vient pas. Voilà, ça y est. Ah, voilà, c'est bon. oui, Donc, voilà, ce patient qui est relativement jeune, qui n'a pas d'autres pathologies connues et qui est peu connu de la pharmacie, en fait. Là, la dernière fois, on avait une vieille cliente de la pharmacie et là, plutôt quelqu'un qui est pas trop connu de la pharmacie. Donc, d'abord, je vous rappelle qu'on a une nouvelle procédure de facturation. Je ne sais pas si tous les LGO sont au fait de la nouvelle procédure de facturation. Pour ma part, je crois que Géouli Pharma, je ne suis pas certaine qu'on soit enfin, qu'on soit bien dans la nouvelle procédure. Dans tous les cas, au niveau de la séquence, on aura un entretien initial et 2 entretiens thématiques la première année. Pour les anticancéreux au long cours, bah, comme ce qu'on avait vu la dernière fois, l'aromazine, le Femara, on aura 2 entretiens d'observance les années suivantes. Donc, moi, je comprends 2 entretiens par an. Et pour les autres traitements anticancéreux, on va avoir 2 entretiens thématiques, dont parmi les 3 à choisir, vie quotidienne, effets indésirables et observance pour les années suivantes. Donc nous, on va se situer dans la première année de l'accompagnement et voilà ce qui est prévu pour la facturation. Donc le code de prestation à facturer initialement, c'est le TAC. Donc, ça veut dire que le TAC, à partir du moment où on est dans la dispensation, on le saisit pour enclencher le processus. Donc, voilà, même s'il n'y a pas de rémunération associée au TAC, l'important, c'est d'enclencher le processus. Et après, donc, la première année, donc, le code de prestation à facturer, ça sera AC2 pour premier entretien, deuxième entretien, troisième entretien. Et pour les années suivantes, AC4 il faudra facturer la C4 les années suivantes. Et donc, vous avez les montants. Donc, maintenant, on va voir comment ça va se présenter. Donc, première année, entretien thématique. Deuxième année, l'entretien initial d'abord et les entretiens thématiques. Et la deuxième année, que les entretiens thématiques. Donc, je vous ai dit, c'est vie quotidienne. Excusez-moi, j'ai du mal à passer mes diapos. 2 secondes, je ne sais pas pourquoi. Ah oui, c'est parce que j'ai pas ma souris qui ne répond pas. Ah, mon écran a planté. Trop bien. Du coup, bon, la deuxième année, on a un entretien thématique parmi les 3 qui sont proposés. Ouais, je suis désolée, j'ai mon écran qui vient de planter. Ah ben non, c'est bon. Donc, je ne sais pas si... ah, voilà. Voilà. Donc ça, c'est bon pour vous. Ah ben du coup, oh là là. La souris bouge toute seule, je suis désolée. Enfin, c'est qu'il y a un temps de... Bon, enfin, je change mes écrans jeudi. Voilà. Enfin, mes ordis jeudi. Donc ça devrait aller. Oula, c'est quoi ça? Alors, excusez-moi. Voilà. Bon. Donc, aujourd'hui, on va prendre un exemple avec le long surf.
Donc, je vous rappelle les objectifs pour le patient. Donc, ce qu'on doit effectivement avoir comme objectif pour évaluer notre action, en fait, hein. Est-ce que le patient sait bien se servir de son médicament? Est-ce qu'il adhère au traitement? Est-ce qu'il sait identifier les effets indésirables pour pouvoir prévenir en cas de besoin? Est-ce qu'on peut éviter l'iatrogénie? Et est-ce que finalement notre patient, il sait avoir un interlocuteur, il sait recourir à une ressource s'il y a un problème lié à son traitement? Donc, quand je dis objectif pour le patient, c'est vraiment ce qu'à la fin, il doit être capable de faire. Et l'objectif pour le pharmacien et l'équipe pharmaceutique, eh ben voilà, ça va être de s'assurer du bon usage, d'informer, d'accompagner, de suivre le patient, de créer une relation de soins. Alors, j'ai mis la patiente, mais c'est le patient. De réaliser éventuellement, alors, quand je dis un bilan de médication, c'est un bilan médicamenteux ici. C'est pas le bilan partagé de médication, puisque le patient, là, il n'est pas éligible, hein. Un bilan médicamenteux, ça va être de s'assurer que tous les traitements pris par le patient sont compatibles, qu'il n'a pas de traitement qui sont sans indication et qu'il n'a pas d'indication sans traitement, de symptômes sans traitement. Et après, nous, c'est important pour nous de tracer les informations recueillies pour en informer l'équipe soignante et quand on va avoir un problème avec ce patient, de gagner du temps quand on va l'orienter. Donc, on est dans cette primo-prescription et là, première chose, c'est pas un médicament qui est disponible chez le grossiste. Donc, on a des contraintes en termes de commande. Et donc, quand on a des problèmes en termes de commande, je pense que c'est à nous de gérer le calendrier de commande, bien sûr avec le patient, mais pour éviter de se retrouver, c'était aujourd'hui que je devais recommencer, je n'en ai pas, sachant que, comme je ne sais pas si vous le vivez comme moi, mais les livraisons, c'est quand même assez aléatoire. Donc, dans ce cas-là, voilà, il y a des contraintes pour le week-end, les jours fériés, etc. Donc ça, nous, à la pharmacie, on le gère avec un agenda où on rappelle le patient avant pour savoir s'il a besoin de ce traitement, si ses analyses sont OK. Donc, je pense que c'est important. Bon. Euh, à la primo-prescription, je ne sais pas ce que c'est que le long surf. Je vais me renseigner comme d'habitude sur les fiches oncoliens. Là, j'ai des fiches qui vont m'être envoyées par le labo et qui sont très, très bien faites. Et j'ai des ouvrages, notamment cet ouvrage que Florian avait coordonné et qui concerne beaucoup, qui a beaucoup d'informations intéressantes pour nous. Donc, les références, je vous les donnerai si vous voulez, mais voilà, c'est un ouvrage hospitalier. Donc, voilà, je vais donc délivrer ce traitement. Donc, je vais devoir le commander. Donc, la première chose à faire, effectivement, là, c'est de travailler sur qu'est-ce que je commande. Est-ce que je commande donc les bons dosages? Est-ce que je commande la bonne quantité de boîtes à 20 mg, à 15 mg? Et là, on a un document qui nous permet, alors qui est aussi sur le site du laboratoire, et qui nous permet d'avoir, par rapport aux doses, donc la posologie initiale recommandée est 35 mg par mètre carré par dose, ça c'est effectivement calculé par le médecin. Mais nous, donc du coup, on va avoir une dose. Et là, le laboratoire vous propose et vous dit, voilà, si vous avez 50 mg d'administration, il vous faudra 2 comprimés par jour de la boîte jaune et un comprimé de la boîte rouge, avec des boîtes à 20 comprimés et non pas des boîtes à 60 comprimés. Voilà, donc ça, c'est une aide pour commander la bonne quantité de boîtes au laboratoire, parce que bien sûr,
vous n'allez pas pouvoir les retourner comme vous voudrez. Et bien sûr, la sécurité sociale, si vous avez donné 3 boîtes de vin à la place d'une boîte de 60, vous risquez d'avoir des rejets. Donc, ne pas hésiter à aller sur Internet pour regarder sur le site du labo, voilà comment ça se présente pour être sûr de ce qu'on commande et pas uniquement non plus se fier à ce que dit la personne au laboratoire ou à notre calcul. C'est une sécurité, je pense qu'elle vaut le coup. Donc, message de l'équipe à la dispensation. Donc là, je vous mets du verbatim. Comme on vous l'a certainement expliqué à l'hôpital, lors de la prescription, ce médicament est disponible dans une pharmacie de ville sous un délai de 2 jours ouvrés. Voilà, je préfère prendre une sécurité. Donc ça, c'est mon verbatim à moi. Évidemment, vous mettez le vôtre, hein, c'est juste voilà, un exemple de déroulement de processus. Voilà. Donc, je dis, ou l'équipe dit, lorsque vous viendrez récupérer ce médicament, prévoyez de prendre 20 minutes afin que le pharmacien puisse s'assurer que vous ayez bien compris toutes les règles liées à la prise de ce médicament. Et vous pourrez discuter avec lui si vous le souhaitez ou si vous avez des questions. Si ça, c'est si le patient, si c'est le patient, si c'est quelqu'un d'autre qui vient récupérer le médicament, la personne, l'équipe peut dire, dites-moi quand le pharmacien pourra vous contacter par téléphone pour s'assurer que vous ayez bien compris toutes les règles liées à la prise de ce médicament et vous pourrez discuter avec lui si vous le souhaitez ou si vous avez des questions. Et si on peut vous dire, bah non, mais je sais, je suis au courant, etc., c'est pour votre santé, je dois m'en assurer. Donc, je vous remets, ou je n'oublie pas de préparer un document de l'assurance maladie qui va valider l'adhésion au dispositif d'accompagnement pharmaceutique. Et alors là, évidemment, c'est pour faire signer le document, d'accord? Et moi, je dis toujours que c'est quelque chose qui va être, bon, effectivement, je dis que la France est un grand pays administratif, et ça, on le vit tous avec le Trulicity, mais l'idée, c'est de dire que ça m'autorise à communiquer avec les soignants si besoin. Donc, quand j'en suis là, l'idée, c'est de facturer le TAC, d'éditer le bon Amélie, de prendre le rendez-vous de retrait ou le rendez-vous téléphonique, voilà, ou de dire que quand il va devoir le retirer, on va l'appeler, on va lui envoyer un SMS et on va être là pour lui poser quelques questions. Donc, demander les bilans, vous avez compris que c'est important. Et dès le premier entretien, c'est important de leur demander de prendre l'habitude de vous demander les bilans parce que comme ça met le pied dans la porte, parce que vous avez vu bah, par rapport, par exemple, aux neutropénies, que c'est bien de savoir d'où on part déjà. Pour les thrombopénies, c'est pareil. Donc, et puis même pour tous les autres points. Donc, c'est important de demander les bilans. Les comptes rendus d'hospitalisation, des fois, ça nous aide à comprendre certaines choses. Et au comptoir, d'ores et déjà, je pense que on peut demander s'il prend autre chose que ce qu'il achète chez nous, s'il a de l'automédication, des tisanes, voilà. Ça nous permet de commencer la réalisation éventuellement du bilan de médication. Bon, le bilan médicamenteux, c'est ce que je vous disais. Donc, on va essayer de regarder dans tout ce que prend le patient. Donc là, on a un cas simple, il prend que ça, mais et les traitements de support, il n'y a pas de contre-indication, il n'y a pas d'interaction médicamenteuse. Et par rapport aux précautions d'emploi ou aux mises en garde, on est bien dans les lignes de la RCP. Ensuite, on va proposer l'entretien initial. Donc évidemment, toujours pareil, toujours le même schéma. Et du coup, voilà, je vous propose de rentrer dans l'entretien dans le vif du sujet. Donc, nous sommes là pour que je puisse vous accompagner dans la prise de ce traitement. Pour votre santé, et si vous êtes d'accord, je vais participer aux côtés de votre médecin traitant et de votre soignant, notamment hospitalier, au suivi de votre santé. Donc, recueil d'informations et signature du document Amélie. OK?
Donc ça, je vous ai mis du verbatim pour que ce soit... Voilà. Alors, brise-glace, engagement de la conversation et évaluation du ressenti du patient. Donc ça, c'est ce qu'on nous demande un peu d'évaluer dans le deuxième, dans l'entretien de recueil. Donc voilà, c'est comment je commence. Donc moi, je dis aujourd'hui, les progrès scientifiques ont permis que les anticancéreux soient pris à domicile. Ça constitue à la fois une amélioration pour la qualité de vie pendant le cancer et de grandes avancées dans la prise en charge du cancer, notamment le cancer du patient. Donc, c'est un peu pompeux et ça s'adapte en fait au type de patient qu'on a. Et du coup, pour briser la glace, pour qu'on commence à être dans un dialogue et que ce soit pas que moi qui parle, je lui demande qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous pensez de prendre ce traitement à domicile. Voilà, donc c'est une première question ouverte qui permet aux patients peut-être de s'exprimer par rapport à ça. Et ensuite, on va questionner sur les composantes de l'adhésion au traitement. C'est-à-dire qu'en fait, on va poser toutes les questions qui peuvent être importantes pour nous par rapport à la prise de ces traitements. Donc, on va dire, votre médecin vous a prescrit le médicament et vous a expliqué beaucoup de choses. Et là, je lui demande de me donner ce qu'il a retenu pour que je complète, que je reprécise, plutôt que de lui redire comme une leçon ce qu'il a eu à l'hôpital. Parce que comme ça, en fait, ça crée vraiment une relation. Je ne redis pas des choses qu'il sait et je rajoute des choses qu'il ne sait pas. Alors, pour ajouter des choses qu'il ne sait pas, évidemment, je suis allée sur les fiches oncoliens. Et je demande si on a remis des documents à l'hôpital et un carnet de suivi, parce que c'est toujours intéressant de s'appuyer sur ce carnet de suivi qui a été remis à l'hôpital. Donc ça, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui le demandent souvent ou qui en font, je ne sais pas. Je pense, hein, voilà. Mais des fois, le patient ne le montre pas et il ne sait pas que ça sert vraiment. Et il ne sait pas comment s'en servir. Donc ça, donc ensuite, donc le patient, il me dit que il a un cancer du côlon, etc. Donc moi je lui dis, je reformule ce qu'il me dit. Donc ce médicament vous a été prescrit pour votre cancer du côlon, donc c'est très important de reformuler. Vous savez que vous allez devoir le prendre en respectant un calendrier, c'est les mots du patient. Et comme tous les traitements, même s'il se prend à la maison, vous savez que vous allez avoir des répercussions comme des diarrhées ou de la fièvre. Ça, c'est ce que dit le patient. Et donc, pour être dans le dialogue avec lui, je lui dis, eh bien, vous êtes au courant de pas mal de choses et on va en repréciser quelques-unes. Donc, je redis que ce médicament n'est pas disponible en ville, que je dois le commander au laboratoire, qu'il me faudra un délai. Et je vais le proposer, s'il en a besoin, de l'aider dans la mise en place du calendrier qu'on lui a remis. Et je vais noter à la date à laquelle il aura le résultat de ses analyses, parce que moi, en fait, dans ce type de médicament, je suis face à un résultat d'analyse qui doit être favorable pour le cycle 2. Et donc, du coup, c'est bien si j'ai les analyses pour savoir si je peux recommander ou pas. Et j'ai besoin d'un délai pour recommander. Donc là, pour moi, je dois m'adapter et effectivement, je dois anticiper. Donc voilà ce que je lui dis. Donc je le préviens que je vais anticiper. Après, je lui explique, parce qu'il ne me l'a pas dit, hein, je lui ai dit, il y a 2 substances. Je montre sur les boîtes, je montre les 2 boîtes et je lui dis, il y en a un qui empêche la croissance des cellules et l'autre qui fait qu'elles ne soient évacuées trop tôt de l'organisme. Donc je lui dis brièvement, je ne fais pas un cours de pharmaco, que je serais bien incapable de lui faire. Ensuite, donc je précise bien qu'est-ce que j'ai dans la boîte et ça c'est bien, je reprécise, d'accord? Et je lui redis ce qui est noté sur les fiches oncoliens. Et je le dis doucement pour qu'il le comprenne bien s'il faut.
Et donc, je lui dis aussi qu'il faut se laver les mains après avoir manipulé, ne pas mélanger avec d'autres médicaments, de me ramener les comprimés non utilisés et de rien prendre d'autre qui n'ait pas été validé par un pro de santé. Donc ça, c'est ce qui est décrit sur la fiche oncolien. Et là, je vais arriver sur le calendrier. Donc là, c'est vraiment l'iatrogénie à éviter, c'est que ils prennent les médicaments d'affilée. Ça, il y a eu des cas, hein, il y a eu des décès qui se trompent. Enfin voilà. Donc du coup, on va utiliser je lui propose d'utiliser le calendrier, le calendrier qui est dans le carnet. Et je lui propose qu'on s'entraîne sur le premier cycle. Comme ça me permet de voir s'il est apte. Alors, soit il le fait chez lui, et je lui dis, bah, quand vous revenez, enfin, vous me l'envoyez et on regarde, soit vous revenez et on en reparle. Donc, je lui propose de soit le remplir ici, soit de le faire chez lui et de me le renvoyer. Alors voilà ce carnet, par exemple. Ici, il est là. Donc, je lui dis bien de noter sa dernière prise de sang, la question à l'équipe médicale et les prochains rendez-vous médicaux. Et comme nous, dans le cadre de l'URPS, on a aussi un programme de dénutrition, hein, d'accompagnement des CNO, je lui dis aussi de noter son poids. Ça peut être intéressant, surtout s'il a des effets indésirables. C'est pas noté sur le cahier, mais je pense que au niveau du poids, ça peut être important de lui dire ben, voilà, quand il commence un cycle ou par semaine, à chaque semaine, il peut noter son poids et je lui donnerai la bonne méthode pour noter son poids. Donc, je lui précise ça. Et voilà, donc je vous l'ai dit. Et donc, je lui dis aussi, vous voyez ce calendrier marqué semaine 1, jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, semaine 1, semaine 2, semaine 3, semaine 4. C'est bien de prendre un calendrier où il y a marqué quand il y a des cycles comme ça, semaine 1, semaine 2, semaine 3, et pas et jour 1, jour 2, jour 3, et pas le 5 janvier, quoi. Parce que le 5 janvier, je ne sais plus quel jour c'était, mais par exemple, si on dit démarrage le mardi 9 décembre, le patient, c'est moins clair pour lui, c'est plus sujet à des erreurs que de prendre un calendrier avec des dates et des jours que de noter semaine 1, jour 1 et de nous rajouter ou de lui rajouter bah, le jour 1, c'est le 9 décembre, même si c'est un mardi. Ça ira plus vite et ça sera plus compréhensible pour le patient. Donc ça, c'est la surveillance du poids. Et après, je vérifie, est-ce que c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des questions que vous vous posez? Est-ce qu'il y a des choses qui vous inquiètent? Donc là, ça permet un peu le dialogue. L'idée, c'est aussi de dire aux patients que bah, s'il y a des questions à poser et que je ne sais pas répondre, je vais essayer de contacter l'hôpital ou quoi pour lui répondre et que c'est à cette occasion que je lui dis, bah, écoutez, moi, je suis là pour vous accompagner, mais je ne sais pas tout, donc il se peut qu'il y ait des questions auxquelles je ne puisse pas vous répondre de suite, mais je vous répondrai, et je demanderai et je vous répondrai. Je redemande est-ce que voilà, ça arrive d'oublier. Donc je lui demande qu'est-ce que vous faites en cas d'oubli. Alors il me répond, oui, il sait qu'il ne doit pas rattraper. Mais je lui dis, notez bien sur le carnet que vous avez oublié que la date de l'oubli. Je lui parle de vomissement, des vomissements, et je lui dis pareil, vous avez vomi, ne reprenez pas le médicament, mais vous notez sur le carnet que vous avez vomi, et vous notez l'heure et la prise du vomissement. Et ça vous permettra également de donner des informations concrètes et factuelles au médecin ou à l'équipe de soins. Et évidemment, il faut lui rappeler, en cas de vomissement, de boire suffisamment et de s'hydrater. Et pour éviter qu'il vomisse la fois d'après, de prendre l'antiémétique prescrit par le médecin avant.
Évidemment, s'il a pris plus de comprimés que prévu, s'il s'est trompé de couleur, ce qui peut arriver, il faut lui dire de prévenir l'équipe de soins et l'inviter, quand c'est des boîtes comme ça, où vous avez des comprimés rouges, des comprimés, de ne pas faire deux choses en même temps quand il prend ses comprimés. Également, de ne pas les ranger, ça je l'ai dit tout à l'heure, mais n'importe où, ou de les mettre dans la main parce que du coup, ben, ces traitements, ils doivent être touchés que par la personne qui les prend et se laver les mains après. Voilà. Et je lui propose de se revoir pour discuter un peu de comment ça se passe ultérieurement avec ce traitement. Donc, on a mis, je crois, 10 minutes. Vous avez des questions? Oui, excusez-moi. Alors, c'est juste pour savoir le carnet de suivi dont vous avez parlé au tout début. Vous aviez dit Oui. que par patient les oubliés. C'est le même carnet de suivi dont vous avez parlé après Oui, pic au long c'est ça. D'accord, Oui. ok. D'accord, merci Je beaucoup. crois qu'il est disponible sur Internet aussi. Souvent, sur les sites des labos, le carnet de suivi est disponible. D'accord. Mais dans tous les cas, quand vous commandez, vous pouvez leur demander ou vous pouvez les appeler pour qu'ils vous en envoient si le patient n'en a pas. Mais en fait, quand on commande le long surf, il est fourni, le Voilà, carnet. il est fourni en général, mais il y a des labos, c'est pas tout le temps le cas. Ça peut ne pas être le cas. Donc, dans tous les cas, ce carnet de suivi, pour vous, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire les autres entretiens beaucoup plus rapidement et de ne pas être obligé chaque fois de vous enfermer dans un espace ou voilà. Hein. D'autres questions? Est-ce que ceux qui les font déjà procèdent un peu comme moi ou font autre chose? Non, c'est parfait, Félicia, hein. Franchement, c'est bien là ce que tu nous as fait, hein. Bon, Nouveau top. merci. Ok. Donc, voilà. Et donc, je lui dis, on se propose de se revoir la prochaine fois. Je termine l'entretien, bien sûr. J'archive la bio, j'insiste sur la bio et je pense que c'est bien de la recevoir et qu'ils prennent Alors nous, c'est vrai qu'à la pharmacie, le patient, il donne souvent le code de la pharmacie, enfin, au laboratoire en disant envoyez-le à ma pharmacie en même temps. Et en fait, moi, je reçois du laboratoire comme le patient et je mets le code et j'archive la bio et j'ai les bios. Voilà. Donc, Vraiment, moi, j'en je ai vais reçu avoir à la une poste. tout à l'heure, voilà, que j'ai dite. Et du coup, comme ça, moi, j'ai pas de lézard, vous voyez. Alors, attendez, j'ai enlevé le nom de la patiente. Et vous voyez mon écran? Voilà, j'en ai reçu une tout à l'heure. Bon, voilà, et après, on termine l'entretien. OK. Donc, maintenant, on continue notre processus et on rentre dans l'entretien thématique. Donc, l'entretien thématique, je vous le dis, vous avez le choix entre vie quotidienne, effets indésirables et observance. Alors, observance, quand c'est tout de suite, ils sont observants. D'accord? Donc, voilà. Le deuxième entretien thématique, que si le patient est capable de l'encaisser de suite, on peut faire dans la foulée, c'est effet indésirable. S'il n'est pas prêt parce qu'il y a trop d'informations, parce qu'il vous dit mais je sors de l'hôpital, on m'en a déjà parlé, J'ai etc., mis au mois de etc., juin. moi je pense qu'il faut le faire dans le mois parce que les effets indésirables, enfin, les effets indésirables graves, ils arrivent souvent dans les 3 premières semaines hein, du traitement. Donc, ben, je propose de le faire. Voilà, là, pour la surveillance, je pense qu'on peut dire, écoutez, d'ici une dizaine de jours, ou d'ici 7 jours, je veux savoir comment vous avez vécu cette semaine avec ce nouveau traitement. Et donc, je veux parler avec vous des effets indésirables et voir de la vie quotidienne. Parce que ça peut se passer. Ça va instaurer un dialogue, ça peut se passer assez rapidement et ça maintient le dialogue centré sur quelque chose d'assez efficient en fait. Donc je dis, bah, alors donc je lui dis ou je l'appelle au téléphone, hein, ça peut se faire au téléphone
Et je lui dis, bah, depuis notre dernier échange, comment est-ce que ça s'est passé avec votre traitement? Comment ça se passe tous les jours? Comment ça se passe au niveau de vos repas? Est-ce que vous bougez? Est-ce que vous avez des difficultés à vous alimenter? Est-ce que voilà, est-ce que vous avez besoin d'une aide? Alors, on peut parler de procréation, grossesse, allaitement, fertilité selon les produits. Voilà. Après, c'est pareil, c'est à nous d'orienter s'il y a d'autres questions. Et moi, je sais que bon, c'est important dans l'entretien de vie quotidienne de dire, de poser ces questions parce que les patients, bah, ils ressentent, ils en ont hein, des questions comme ça. Et de leur dire encore une fois, vous avez besoin d'aide, je ne peux pas vous apporter, moi, mon domaine, c'est le médicament, mais je peux essayer de vous orienter s'il y a des questions qui vous préoccupent, bah, peut-être à tous les niveaux, en fait. Voilà. Donc ça, c'est la vie quotidienne, bah, comment ça se passe, et surtout lui demander ce dont il a besoin. Vérifier les points importants. Est-ce qu'il arrive à prendre ses repas? Est-ce qu'il arrive à bouger? Et quel type d'aide? Bah, par exemple, s'il vous dit non, non, mais moi, je dors toute la journée ou je sais pas quoi, bah, par exemple, lui dire, est-ce que, voilà, de voir avec lui pourquoi il n'arrive pas à bouger, et si c'est par manque d'envie, bah, peut-être juste sur la petite truc, dire au médecin, il manque de motivation, du coup, il bouge pas. Sinon, c'est parce qu'il n'a pas envie de marcher tout seul. Eh ben, on peut peut-être l'orienter vers, peut-être juste envoyer un tout petit mot très rapide au médecin en disant, bah, il bouge pas parce qu'il ne veut pas bouger tout seul. Est-ce qu'on peut l'envoyer chez le kiné, par exemple? Voilà, donc ça, c'est un entretien qui peut être aussi assez rapide et qui va quand même créer un lien important, puisque là, c'est de lui, hein. Vous allez lui demander comment ça se passe. Vous allez garder des indicateurs dans votre tête, à savoir bah, comment il se comporte, est-ce qu'il a besoin d'aide, est-ce que dans la vie quotidienne, enfin, sa famille le soutient dans la prise de ce traitement, par exemple. Est-ce qu'il se sent aidé par rapport à ce traitement ou pas? Voilà. Donc ça, c'est les questions qui me paraissent importantes pour la vie quotidienne. Je reviens sur l'automédication parce que c'est quand même pervers et qu'ils ne savent pas que les plantes ou le... Et puis chez nous, par exemple, ils ont tous, quand ils ont un cancer, ils ont tous un naturopathe et on ne le sait pas forcément, hein. Parce que les naturopathes, en plus, ils envoient Ils donnent des feuilles à cocher et ça va direct au labo souvent, hein. Donc, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais chez nous, il y en a un sur deux qui a un naturopathe. Et le naturopathe fournit aussi le complément alimentaire qu'il commande sur un catalogue, hein. Voilà. Et maintenant, alors, on a cet entretien vie quotidienne et cet entretien effet indésirable, voilà, qui me paraissent importants à réaliser assez rapidement dans le premier mois et demi de l'entretien. Et donc, je lui demande pour aborder le sujet, je lui dis, vous m'aviez dit que vous vous attendiez à des répercussions comme des diarrhées ou de la fièvre. Donc ça, c'est ce qu'il m'avait dit la dernière fois. Donc, je lui dis que vous attendiez exactement ou est-ce que vous avez eu ces problèmes et qu'est-ce que vous savez? Et donc, je lui dis ceux qui sont importants par rapport à ce traitement et que j'ai vu dans la fiche bah, du coup du lanceur qui est envoyé par le labo, voilà, ou qui est sur Oncolien. Et du coup, voilà, j'en profite pour remettre la couche pour l'analyse biologique et je lui explique que effectivement, je peux entendre que, bah, par exemple, la transpiration, des fois, c'est pas forcément imputé à un traitement, alors que ça peut être un effet indésirable d'un traitement, par exemple. Voilà, donc je lui dis ce que je vais surveiller. Donc voilà, je lui dis pas tout, mais je lui dis voilà, si on a des étoiles et on en aura devant les polyneutraux, devant les plaquettes, eh ben, c'est important que c'est important. C'est pour ça que c'est important de faire cette analyse avant.
Ensuite, donc ça. Alors après, je reviens sur ce qu'il m'a dit, c'est-à-dire que souvent, je m'appuie sur ce qu'il dit et voilà, donc les effets indésirables, voilà, c'est un peu ce que vous a dit Florian, hein. Nous, on est là pour le confort de vie, la qualité de vie et quand ça met en jeu la vie quotidienne, quand ça met en jeu la vie quotidienne, c'est-à-dire je suis empêchée dans ma vie quotidienne, alors c'est bien d'orienter vers le médecin généraliste ou c'est bien de contacter le service. C'est-à-dire que avant, je marchais, on va dire, 4 kilomètres par jour, voilà. Là, ça fait 3 mois que je prends le long surf. Eh ben, j'arrive plus qu'à faire 100 mètres, ou, enfin, ou j'exagère, mais voilà, j'arrive plus à faire 100 mètres. Ben là, il est empêché dans sa vie quotidienne. Pour moi, je suis plus là pour lui donner de la vitamine C, hein. Je suis vraiment là pour l'orienter. Donc, c'est pour ça que ça nécessite de connaître ce patient un petit peu avant pour savoir bah, comment c'était avant, justement, hein. C'est un peu ça que le primo-entretien, s'il vous dit, voilà, moi, le premier, je lui demande, voilà, les règles hygiéno-diététiques, si vous voyez que bah, il n'a pas d'activité physique adaptée, etc., c'est sûr qu'il ne va pas en faire une fois qu'il aura pris 3 mois de long surf, hein. Donc, du coup, ça permet de savoir où on en est. Donc, voilà. Après, donc, évidemment, je lui dis que des médicaments de soins de support lui ont été prescrits. Et puis, je lui rappelle, voilà, de ne pas oublier les petites règles hygiéno-diététiques d'habitude. Alors, surveiller le transit, c'est vrai ils sont presque contents quand ils sont constipés, peut-être les patients qui sont sous chimio en général ou qui ont des chimiothérapies, ouais. Donc voilà, il faut quand même rappeler de faire attention à la constipation parce qu'il y a des médicaments, et notamment celui-ci, qui peuvent conduire à des fécalomes ou des choses comme ça. Voilà, surveiller des saignements. Et ça, c'est les effets indésirables que j'ai relevés sur la fiche. Voilà. Et là, pour la fièvre, c'est pareil, on explique au-dessus de 30, de 38, on va que nous, on est pour le confort et que quand c'est... Et ça, c'est bien clair dans leur tête, hein, il faut que ce soit bien clair. Nous, on est là pour le confort, la vie quotidienne, on accompagne dans la vie quotidienne, mais si ça dépasse la vie quotidienne, alors il faut qu'on oriente. Et lui-même, il faut qu'il sache que c'est pas nous qui doit voir, c'est directement les services d'oncologie ou d'urgence. Donc voilà, on a fait ça. Et maintenant, il nous manque bah, l'observance, c'est toujours le même, hein. Est-ce que vous prenez votre traitement? Est-ce qu'il vous arrive de l'oublier? Et ça, à mon avis, ça peut se faire très rapidement quand à chaque dispensation. 4 questions, 5 questions, hein, voilà. J'ai bien reçu votre message. Bon, Bon, pensez-vous qu'il vous fait plus de mal que de bien? reprenez C'est un peu doucement, abrupt, ok, mais c'est le mieux. comment vous le prenez? Ça vous Vous arrive de pensez, l'oublier et vous en avez manqué, ça peut être bien 3 aussi. questions, voilà. Et Ouais, puis, s'il vous dit, bien bah, je ne le évidemment prends que pas trop, jamais c'est bien parce que j'en déclarer vous 30 pensez 000 qu'il vous euros de fait plus de TVA. mal que de bien. Et dans ce Oui. cas-là, là, je pense que nous, il faut J'ai dit qu'il y avait réorienter 9 000. parce que bah, il faut qu'il ait une autre prise Il en a mis charge, en 30 000, fait. j'avais un bulletin de découvert. Je pense que nous, on va faire voilà, la prise en charge, l'accompagnement. Et après, pour aller plus loin, il faut peut-être dire à l'oncologue, voilà, ou au médecin généraliste, je pense qu'il arrête de temps en temps de prendre son traitement parce que ça fait plus de mal que de bien. Et en lui expliquant, peut-être nous, rapidement, lors de la dispensation, que quand on prend un traitement comme ça de manière irrégulière, finalement, on se retrouve avec que les effets indésirables et pas l'effet thérapeutique. Donc, du coup, c'est important d'en parler à l'oncologue parce que pour soutenir l'effet thérapeutique, eh ben, il faut accepter certains effets indésirables, mais que cette demi-mesure, je ne le prends pas le week-end parce que je veux passer un bon week-end,
et que je veux pas avoir de diarrhée et donc je le prends pas le week-end, c'est quelque chose qui fait que on n'a pas l'effet thérapeutique attendu, mais on se retrouve qu'avec les effets indésirables. Et ça, je pense que les patients, ils comprennent. Donc, l'idée, c'est de dire, ayez une discussion franche avec votre, si vous voulez, moi je le transmets, avec votre oncologue, parce que comme ça, effectivement, vous verrez avec lui les bénéfices et les risques, et les bénéfices et les points négatifs de la poursuite ou non de ce traitement. Donc, après l'observance, ah, évidemment, excusez-moi, c'est une pharma qui reprend le dessus. Voilà. Après, bah voilà, c'est toujours si vous voulez des questions pour savoir s'il est soutenu. Alors, je ne les mets pas systématiquement parce que, bah, contrairement aux pharmaciens hospitaliers, nous, on les connaît souvent bien, les patients. Donc, bah, la plupart, moi, je sais s'ils sont soutenus, s'ils se sentent aidés dans leur quotidien. Ça n'empêche pas qu'on puisse leur demander, hein, et ça n'empêche pas qu'il y en ait qui cachent bien leur jeu. Mais voilà, c'est des petites questions comme ça, bateau, qu'on peut proposer. Avez-vous des inquiétudes particulières ou des questions pour lesquelles vous avez des difficultés à trouver un appui? Y a-t-il des choses dont nous n'avons pas parlé ou dont nous avons parlé et que vous ne mettez pas en pratique? Ça peut être quelque chose d'intéressant. Voilà, on a parlé de certaines choses et peut-être que vous les appliquez pas. Ça peut être un point de départ pour d'autres discussions, en fait, hein. Des choses que vous avez mal comprises. Est-ce que vous auriez besoin d'une aide sur un point précis? Et puis, il faut leur dire que dans les centres experts, il y a des soins qui sont proposés, d'autres soins. De ne pas oublier de les solliciter parce que des fois, ils ne les sollicitent pas. Notamment à l'IPC, il y a plein de possibilités. Je crois qu'ils ont possibilité d'avoir de l'hypnose, d'avoir des choses comme ça. Donc voilà. Et puis, donc, depuis cette année, là, depuis maintenant, là, janvier 2025, on a eu l'accord d'un, pour un programme, alors dans le 13, hein, voilà, c'est le DAC. Donc, on a mis en place un programme d'éducation thérapeutique pour les patients atteints de cancer. Et donc, ben, tous ceux qui sont formés à l'éducation thérapeutique peuvent ben, collaborer avec le DAC, comme je le fais. Et j'ai mis au point 2 ateliers sur les médicaments du cancer et donc les chimiothérapies orales. Et donc, on peut, si vous avez des patients qui le souhaitent, pour 3 4 patients, il n'y a pas de problème, mettre en place ce programme bah, dans le 13, parce que, mais après, s'il y a des relais dans le 84, moi, je leur passerai le programme, quoi, hein. Voilà. Donc, orienté vers de l'ETP si le patient, il se sent. Voilà, donc je vous dis encore une fois de tracer ce que nous avons fait et surtout de le facturer. OK? Parce que sans ça, on ne sera pas reconnu. Si on ne trace pas et si on facture pas, on ne sera pas reconnu. Et voilà, je suis à vous pour répondre aux questions. Alors, ah oui, le diapo, OK. Est-ce que vous avez des remarques, des questions? Est-ce que... Alors moi, j'aurais juste une petite question, mais c'est un peu général. Alors, nous, dans notre pharmacie, on ne réalise pas encore d'entretien pharmaceutique pour les patients sous anticancéreux oraux. Oui. Je voulais savoir, vous, votre impression sur la mise en place de cette activité. Est-ce que vous trouvez que ça vous prend beaucoup de temps? Est-ce que vous trouvez que finalement, avec une bonne coordination dans la pharmacie, c'est assez gérable? Alors, je pense qu'au début, ça va prendre du temps parce que c'est une activité nouvelle, hein.
Donc forcément, au début, on est un peu plus long, on est plus préoccupé par la question qu'on va poser que par la réponse qu'on va obtenir. On va pas se sentir pas forcément, on va dire, bah, c'est un nouvel exercice, quoi. Donc bah, il faut en faire trois, quatre. Et au bout de trois, quatre, bah, là, je vous ai donné mes mots à moi, mais au bout de trois, quatre, vous aurez vos mots à vous. Je pense qu'il faut être bienveillant envers soi-même, c'est-à-dire que ne pas vouloir être parfait et vous allez oublier des trucs, vous n'allez pas savoir répondre à des questions, vous allez vous retrouver gêné peut-être dans certaines situations, mais bon, vous allez obtenir peut-être des refus, non, non, mais je ne veux pas, voilà, de quoi vous vous mêlez peut-être, hein, je ne sais pas. C'est un peu comme quand on vend de la para, hein. Dans la para, des fois, la fille, elle vous dit non, j'en veux pas, ou elle vous dit je vais l'acheter ailleurs, il est moins cher, ou enfin voilà quoi, hein, on est d'accord? Oui, Oui? oui, oui. Merci beaucoup. Donc on réussit, enfin, je pense qu'il faut pas, voilà, il faut se dire à minima, aujourd'hui, quand j'ai un patient qui a une chimiothérapie orale, si c'est une chimiothérapie orale au long cours, moi, mon job, c'est quand même de vérifier l'adhésion au traitement. Et s'il y a un problème derrière l'adhésion, c'est voilà, d'essayer de faire en sorte qu'il y ait une adhésion. Et si c'est une chimiothérapie installée, voilà, qui n'est pas au long cours, c'est un traitement, eh bien, mon job, c'est quand même de m'assurer du bon usage. De m'assurer du bon usage, de m'assurer que le patient il a bien compris, de m'assurer que s'il a un effet indésirable, eh ben, il finisse le moins possible aux urgences et pour lui et pour moi aussi, hein, parce que comme ça, il restait moi. Et voilà quoi. Après, l'observance pour celui-là, c'est dans un deuxième temps. Mais là, je pense que ça, c'est la base. Ça, je pense que on le fait, mais sans méthode. Donc là, l'idée, c'est de le faire avec une méthode, de se dire, ben, voilà, je me laisse un quart d'heure et je me dis, je veux vérifier le bon usage. Voilà, je vous ai mis toute une liste de trucs. Le bon usage par rapport à ce traitement, c'est quoi? Eh ben là, je fais le job par rapport à ça. Tout à l'heure, vous avez dit qu'on pouvait le faire éventuellement par téléphone. Alors, je vous entends pas, excusez-moi. Tout à l'heure, vous aviez dit qu'on peut éventuellement faire des entretiens de suivi par téléphone si le patient Oui, ne peut pas se déplacer. oui. Oui. Et du coup, les facturations, elles se font que à la fin, quand on a fini donc les trois entretiens. Le premier plus les deux autres, c'est que à la fin ou c'est à chaque entretien, on fait une facturation à ces deux? Alors maintenant, depuis le 9 janvier 2025, on peut facturer à chaque entretien. C'est-à-dire que quand vous allez faire l'entretien, ce que j'ai appelé l'entretien de recueil, là, le premier entretien, vous le facturez. Quand vous avez fait D'accord. effet indésirable, vous facturez. Et la deuxième thématique, bon, je vous dis la vie quotidienne, je pense que c'est mieux que l'observance, mais enfin après, voilà. Eh bien, vous le facturez. Et là, vous avez votre cycle de l'année. D'accord. Et moi, quand je fais les entretiens, souvent, tout est en papier, en fait. Moi, je mets rien par voie informatique. Je suis en Winpharma aussi, mais à la limite, je ne sais pas comment faire. Moi, j'ai que des dossiers papier. Alors, moi, ce que je fais, bah, c'est vrai que sur WinPharma, c'est délicat parce qu'il faut faire enregistrer, on ne sait pas où ça part et que je suis d'accord. Moi, ce que je fais, c'est que je scanne dans les documents. D'accord. Je scanne la feuille ou le compte-rendu d'entretien. Je le scanne dans la fiche patient, en fait. Je vais dans la fiche patient, je fais document F7, là, et je scanne. Oui. Et d'accord. Et en fait, il y avait des histoires de dates aussi. Moi, je comprenais jamais rien leur histoire de date quand il fallait dire le premier entretien. Vous facturez au moment où vous le faites. C'est des Alors, dates de aujourd'hui, l'entretien. c'est possible de facturer à partir du moment où on le fait. Après, je ne suis pas sûre que dans WinPharma, ils aient créé assez deux hein, au prix où la Sécu, j'ai un doute, et j'essaye de leur demander, mais ce n'est pas très évident de leur demander. Si on est plusieurs à leur demander, peut-être que ce sera mieux. Peut-être, je vois qu'il y a Michel Escoffier, il les connaît bien. Michel, si tu as l'occasion de leur demander à WinPharma si c'est bon, si on est OK pour facturer sous WinPharma. Parce que là, j'ai pas osé encore. Parce que ça, par contre, c'est pénible, hein.
Ouais, ouais. Déjà, désolé pour mon micro qui restait ouvert. Oui, oui, j'appellerai. Moi, je les ai parce que je dois les rappeler parce que j'ai un ordinateur qui marche pas bien, donc je dois me rappeler. Je leur poserai la question. Ouais, Ah ben voilà, si c'est opérationnel et en cas on mettra un message sur le Facebook ou quoi, ouais, ouais, c'est opérationnel parce que moi je t'avoue que j'ose pas trop leur demander là. ouais, ouais, je sais. Ouais, ouais, ouais. Voilà. Et donc, si on Sinon, fait le il y premier, a un pharmacien. Pardon, allez-y. oui, juste si on fait le premier entretien et que l'on enchaîne avec un entretien de suivi, on facture TAC plus AC2 dans la foulée. Alors, le TAC, il faut le faire, à mon avis, à Avant. la quand vous prenez, quand vous saisissez pour la première fois ou quand vous vous y mettez pour la première fois et que vous allez dire je dois vous voir telle date. Et après, les autres, vous le faites quand le patient est venu. Et si vous faites le recueil, enfin l'entretien thématique et l'entretien initial le même jour, eh ben, il faut les facturer le même jour. Et je pense que là, je l'assumerai moi-même. On est des professionnels de santé. Si on sent que c'est important pour le patient de faire le même jour, voilà, hein, on ne vous dit pas je vais faire le frottis telle date et la prescription des ovules Mais une donc, autre date. Hein. mais donc, on fait deux lignes. On fait une ligne AC2 et encore une deuxième ligne AC2. Alors moi, je ferai deux facturations par contre. Voilà, c'est ça. Je fais deux fois. C'est-à-dire, je vais une fois sur l'entretien 1 et après, je recommence une fois sur l'entretien 2. D'accord. Merci. Oui, non, je disais qu'il y avait un pharmacien qui avait noté que ça lui changeait la perception des patients et qu'il était plus considéré comme, il était plus du tout considéré comme un vendeur de boîte et que ça valorisait son, Ah oui. voilà. Oui, c'est vrai que ça crée, je pense, une relation avec le patient. Euh, Corinne Marie, Ouais. elle a eu des rejets. Depuis quand? Sur des entretiens qui ont été faits quand? Parce que moi, c'est vrai que depuis le 9, depuis janvier, j'ai rien facturé, hein, parce que j'attendais que ça change, puisque ça doit changer normalement. Hein. Oui, il y a eu des rejets. Je sais que moi, j'ai entendu dire aussi qu'il y a eu des rejets en disant que le prix tarifié n'était pas le Et bon, ouais, n'était c'est pas ça. conforme à la nomenclature. Donc ça, à mon avis, c'est normal, il faudra les refacturer. Moi, je les ai même pas facturés, je n'ai même pas essayé en fait. Hein. Ouais. Mm. Donc ça, je pense que aujourd'hui, malheureusement, on est encore une fois freiné par ceux qui doivent nous aider, hein, nous faciliter la vie. Hein. Mm. Merci encore pour cette présentation pratico-pratique. Je voulais vous demander ce que vous pensiez des logiciels type les murs, Bimedoc, est-ce que ça peut nous faire gagner du temps? Est-ce que ça peut être, sachant que effectivement, c'est pas avec nos logiciels métiers, on peut pas, Non. il n'y a pas de connexion. Donc, Alors, si vous voulez profondément mon sentiment, c'est-à-dire que nous, au début, on avait Bimedoc. C'est vrai que c'était bien, mais c'est bien, à mon avis, c'est rentable si vous faites ça toute la journée, quoi. Vous voyez, comme on l'utilise de temps en temps, du coup, ça fait cher pour de temps en temps, quoi. À l'époque, ça pouvait être compensé par les tests Covid ou quoi, je ne sais pas, mais là, bon. Moi, ce que je vous propose, et vraiment, encore une fois, sur le site de la SFPC, je me suis un peu battue pour ça, enfin même beaucoup, pour que sur le site de la SFPC, quand vous êtes abonné, l'abonnement il coûte 75 euros par an, vous avez le logiciel d'analyse des traitements de Bimedoc. Donc, c'est nous qui l'achetons. C'est le logiciel de Bimedoc, sauf que bah, vous n'avez pas l'enregistrement du... Ça ne va pas garder en mémoire le patient. ok. Mais à chaque fois. Et après, il y a un deuxième truc qui est quand même sympa aussi, c'est le Vidal. Bon, alors il est un peu moins précis le Vidal, donc c'est mieux d'avoir le logiciel d'analyse pharmaceutique. C'est vrai que c'est quand même bien. Le Vidal, c'est moins creusé, mais c'est pas mal, le Vidal sur le téléphone. D'autant que maintenant, si vous avez plusieurs médicaments et plusieurs ordonnances, moi ce que je fais, c'est que je les écris sur les... Je garde les trucs là, de livraison des grossistes.
j'écris en lettres bâton tous les médicaments du patient avec les posologies et je le scanne et il me dit toutes les interactions, hein. Vous savez ça? Oui, oui, oui. Oui, c'est Voilà. vrai que c'est pratique ça. Donc Ouais. ça, c'est pratique, hein. Et n'importe quelle pharmacie, oui, oui, la Société française de pharmacie clinique, c'est sfpc.eu. Donc en plus, ça fait plus de, on va dire, d'officinaux dans la pharmacie clinique. Et du coup, ça coûte 75 euros par an. Et enfin, c'est toute la France qui a droit, qui a accès à ça, hein. C'est un logiciel d'analyse pharmaceutique. Attendez, je vais essayer de Enfin, voilà, c'est une société savante en fait. C'est la société savante qui déploie la pharmacie clinique en fait. Et qui a mis au point tous les bilans partagés de médication, tous les entretiens, etc., etc. Merci beaucoup. Voilà. Après, si ça vous dit, on peut continuer. Par exemple, début avril, si ça vous intéresse, on peut refaire un cas ou quelqu'un d'entre vous peut présenter sa manière et ça nous... Voilà, c'est du retour d'expérience en fait, hein. C'est un peu avancer tous ensemble en marchant. Si vous voulez, on peut reprendre un autre cas, on peut prendre un entretien à OD, voilà, on peut faire comme vous voulez. J'ai peur de vous poser une question, de ne pas être dans la thématique, mais Non, les non, mais allez-y. entretiens, justement pour les antalgiques de niveau 2, est-ce que vous avez commencé à en faire? Alors Et... non, je n'ai pas commencé à en faire, mais je pense qu'il faudrait qu'on s'y mette. Alors là aussi, c'est pareil, je suis toujours... Non mais sérieux, ce qui me bloque là un peu, c'est comment on facture tout ce qu'on fait là Ah oui, dans aujourd'hui. WinPharma, on est d'accord, ça n'existe pas, le Ouais, PE2. donc c'est pour ça que, bon voilà, mais dès qu'on fait les entretiens opioïdes, enfin les antalgiques de niveau 2, on va pouvoir, si vous voulez, on peut essayer, mais alors là plutôt en mai, comme ça on est sûr que tout le monde... que tout le monde est OK sur son LGO, on peut essayer de le proposer si vous êtes d'accord. Oui, super. Moi, j'ai déjà facturé les entretiens opioïdes sur Win, hein, et c'est réglé. Ah bon, mais comment? Ah oui? Oui. Mais Ah, en faisant quel code? Alors, Parce que normalement, c'est PE2, le code, c'est ça? c'est EPA, le code ACT. Ah non, EPA, oui, pardon. Oui, et EPA, ça marche sur Win? je Ah oui, oui, regarde. ça marche. Oui, oui, j'ai été réglée et tout, j'en ai fait Ah déjà ouais? plusieurs. Ah ouais? Ah ben voilà. Bon. Et les nouveaux entretiens, les nouveaux tarifs aussi, j'ai eu du mal au début de l'année. Là, ça y est, ils me les ont tous réglés Ah oui? avec les nouveaux tarifs. Oui, ça y est. Je vérifiais là pendant que vous en parliez, justement. EPA? Pour l'entretien opioïde, le code ACT, c'est EPA. Ah oui, c'est EPA. PE2, Donc c'est pas on va process. dans le petit EP en haut et du patient et on tape EPA. Et on tape EPA. Allez, OK, ça marche, je vais essayer. Ah oui, mais il faut que je prenne un patient qui est un opioïde. OK, Je sais pas, d'accord. moi, quand je tape entretien opioïde, alors Ça Dans va, la ben, je ligne, vais aller voir tout à l'heure. dans Attendez. la ligne produit, du coup. Tu Ah oui, factures dans non, la direct. pas ligne dans la produit. ligne produit, Non, dans non, dans le... la ligne produit, Si, si, dans la ligne mais produit. ouais. Et je me rappelle plus si c'est moi qui ai créé le fichier. Ah, C'est possible que oui. ce soit moi qui l'ai créé, hein. Comme j'ai créé tous ceux des nouveaux, les Ah nouveaux ouais, tarifs, mais alors, tout ça, c'est moi qui parce crée que tout. jusqu'à présent, quand on facture, alors attendez, je vais repartager mon écran, parce que là, c'est important. En tout cas, Euh, j'ai vérifié, là, pour le moment, tout m'a été réglé. je refais ça, je repartage, hein, parce que là, Mm, mm. c'est une autre... donc, on va repartager. Donc, je vais prendre ma mère. Vous voyez mon écran, là? Pas Bientôt. encore, non. Là, c'est Non? noir. Ça va venir, je pense, qu'il y a marqué à commencer le partage d'écran. Ah, voilà. Pas Voilà, donc encore. je prends ma Ça y main, est. hop, Le- un, hop, non, c'est un peu long. Euh, bon, désolé, ça plante. Bon,
Voilà, fermer. Alors, je sais pas pourquoi il imprime ça, mais donc, ok, annuler. Voilà. Et donc, Dans la fiche là où on va saisir le produit. voilà, parce que moi, j'allais là j'allais dans Ouais. EP. Ah non, non, moi je fais pas par là. Jamais? Non. Ah, putain. Ah, parce que nous, on fait tout le temps par là, en fait, Ah hein. non, moi je fais jamais par là. Ah ouais, d'accord. Et donc, si je tape PA, voilà ce qui Non, entretien. entretien. Je fais le code acte PA. Et ben alors c'est moi qui avais dû le créer. Mais en tout cas, ça passe. J'ai créé entretien. Est-ce qu'il y est là? Non, parce que moi, c'est entretien opioïde. Et j'ai mis le code acte PA et 5 euros. Et en tout cas, ils m'ont réglé tous mes dossiers de janvier. Ok, c'est vous qui l'avez créé, Ouais, d'accord, j'ai ok. dû le créer parce que je me rappelle avoir créé la dernière fois tous les BPM aussi, les nouveaux, parce que c'est plus 30, c'est 15. Enfin, j'ai eu des rejets en janvier là. Je Mais vois enfin, des produits. Alors, ouais, effectivement. Et ça, alors, puisque vous voyez mon écran, ça, c'est ce qu'on a créé pour les entretiens de tabac. Ça, c'est les entretiens qui sont à facturer à l'URPS. D'accord. ah ok. Tout le monde est OK avec ça. EP Alors moi, je tabac. les ai créés aussi la dernière fois suite à la formation qu'on a eue. Hein, Ah, voilà, EP tabac Ouais. initial. Et celui-là, ben, quand on fait ça, il faut faire payeur l'URPS, en fait. On lui met en différé. Ah merde, j'ai mis 5 euros moi. Bon, Ah, l'entretien du tabac, c'est 30, hein. d'accord. Ça, c'est l'entretien initial. C'est les suivis qui sont à 5 euros. Ouais, Et je du les ai coup, pas envoyés encore à l'URSSAF. bon, voilà. Et après, je mets différé et je mets autre client, en fait, hein. On est d'accord? L'idée, c'est de faire ça, en fait, hein. Sur le même service, donc sur le même. Il n'y a que dans le 13 que on peut faire ces entretiens, c'est ça? Non, dans le 83, dans tout PACA. ok. Ça, c'est PACA. Ah, Le dans tout DAC, PACA? c'est sur le 13. Le DAC, c'est parce que chaque département a son DAC. Mais l'URPS, il est pour tous les pharmaciens de PACA. Ah, il faut. Ah oui, d'accord. Moi, je crois que c'était que le 13. Non, non, non. Le 13, les entretiens pharmachéa, tout ça, c'est pour tout, pharmachéa, le tabac, tout ça, c'est vraiment pour tout. Pour tout Vous êtes dans quel département? Moi, je suis dans le 83. D'accord, ok. Donc oui, bah, Fabienne, Ouais, voilà. je vais vous envoyer un lien. Ah, super. Bah, parce Hein. que je suis en fait ouais, adjointe depuis pas longtemps. Je venais de l'industrie. Et du coup, c'est vrai Ah, que d'accord. je Ok. me forme, je fais tous ces entretiens. Je trouve ça intéressant. Mais celui-là, je savais pas qu'on pouvait, nous aussi. Et votre pharmacie, elle est? À Montauroux. D'accord, ok. Bon, Parfait. voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on a tenu les délais. Si vous n'avez pas d'autres questions, on vous tient au courant pour les prochains. Merci beaucoup. Ben, merci à vous, hein. Je veux bien que l'URPS m'envoie Merci. aussi à moi pour le tabac. Vous m'avez Comment? On n'a entendu? pas entendu, on n'entend pas très bien. Oui, je voulais, pour le tabac, vous pouvez me faire un lien aussi? Parce Oui, que bien souvent, sûr. Je vous envoie. moi, Je vous envoie c'est aussi un lien. maxime-tissot-viennet@gmail.com. Ok, Je suis dans le 84. parfait. J'ai noté. Je vous envoie ça Voilà. tout de suite. Eh ben, merci à vous tous, hein, Merci et beaucoup. donc, on continue le format, hein, si ça va comme ça. OK? Hein. Merci. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au Pareil, revoir. lien. Bon, eh ben, Bah, Fabienne, écoute, merci. parfait. J'ai tout perdu, mon écran. Attends, Bon, un je vais nouveau attendre message. à la Bon, pharmacie. Pas de je bouger. vais peut-être envoyer un message groupé, tu vois, à chacun. Comme ça. Oui, oui, oui. Et donc, Oui, j'ai enregistré, donc c'est bon, on a les noms, les mails, etc. tu as les PowerPoint aussi, hein, Et les donc PowerPoint, et Florian me l'a envoyé aussi. impeccable. Donc, tu as vu Donc je que les mets dans le web, dans le. voilà, on n'a qu'à faire un truc webinaire et Ça voilà. va, je les mets dans le dossier que tu as créé ce matin.
Voilà. Et donc, pour les codes, c'est bien de dire du coup. Alors, attends, hein, je sais plus, ouais, j'ai tout qui est cassé Les là. Voilà. codes. Pour les codes EP, HTA, là, tout ça, Ah là, oui, hein, je vais regarder ce qu'elle a fait, donc, Elisa, pour valider, et on fait oui, des diapos et on les envoie, hein. En ok, fait, ça tu marche. sais quoi, Elisa? Ça serait bien que tu me fasses une diapo avec les codes HTA, une diapo avec les codes tabac, une diapo avec les codes Pharmops et une diapo avec les codes CNO. Et tu mets tous les codes hein, et les noms et tu mets merci de bien mettre ces Ok, noms-là. Et ça comme va, ça, ça marche. Ouais, ouais, ça c'est bien. Ouais. on les mettra, on les enverra et ça sera bien clair en fait. Ok. Ouais, Ok. tout le monde sera au courant comme ça. Ouais. Mm. Eh ouais, tout le monde sera au courant. Et voilà, Michel, si tu peux nous aider sur le coup De Win. de Win. Alors, du coup, parce que je te jure que moi, je facturais pas les entretiens comme ça, quoi, hein. Je passais Ouais, par ouais. OP et voilà, quoi, hein. J'avais même Je vais pas leur vu. demander. Si. Nous, on nous a toujours montré comme ça. Il fallait pas créer nous-mêmes, il fallait passer par EP. Donc, si tu peux leur demander comment il faut faire, si tu vois où c'est, parce que je crois que dans aide entretien conventionnel, c'est comme ça, là, tu vois, hein, leur truc, là, où il y a dans aide. Oui, il faut passer par EP. Ouais, il faut passer par EP. Et donc, dans EP, ça y était pas, donc j'ai pas créé, tu vois. OK. Ouais. Bon, voilà. Non, mercredi, il y a les journées de l'officine, c'est hein? Et Ouais, ouais, c'est pas aux ça. journées de l'officine, hein. On a l'atelier à 16h, d'accord? D'accord. Ben, moi, j'y Allez. suis. Donc, ça commence à 16h pour nous, c'est ça? Oui, Non, pour nous, c'est à 16h. ouais. Sinon, à 9h. Et Ouais, 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 oui, moi, j'y serai dans la matinée de toute Ouais, façon. bah Ouais. c'est voilà. bon. Ok, Moi, j'y serai que dans l'après-midi, hein. OK? Ouais. parfait. On peut rentrer dans le parking ou il faut se garer à l'extérieur? Bon, ça, Moi, j'ai Ouais, donné les coordonnées des personnes qui vont venir et bon, ouais, mais ça la fille, m'étonnerait qu'on rentre. Ouais. elle ah avait ben, l'air de comme me tu as dire les que c'était coordonnées de compliqué. Michel, alors envoie-les à aussi et Valérie peut-être. Mais j'ai Ils t'ont pas envoyé, hein, je envoyé lui ai envoyé les noms. leur Mais, plaque. mais On elle s'est m'a dit, dit que c'était pas possible, enfin, que ah, c'était t'as dit trop que c'est pas possible. compliqué. Ouais, Ouais, j'en étais sûr, ouais. tellement compliqué là. Ouais. Parce qu'elle me dit, du coup, je vous donnerai des parkings, mais bon, je ne sais pas, il y a les parkings en face, non, ou de la Timone, je suppose. Ouais, oui, elle t'a dit qu'elle te donnerait les noms des parkings. Ouais, on est Marseillais. Bon, ok, bah écoutez, merci à tous, hein, Bon, salut, à bientôt. Ouais, ouais, impeccable. Bon, à Bye bye. mercredi alors. Allez, ça marche. Bye bye. Ciao, à au Ouais. mercredi. revoir. Bye Au Au revoir bye. à revoir. tous, merci. Au revoir Fabienne, au revoir Au Elisa. revoir. Au revoir. Au revoir, Michel. À mercredi, Michel. Ouais, à mercredi, ouais. On peut pas couper. C'est ça, hein? Comment on fait là? Si on met fin, il y a le truc. Bon, je sais même plus comment on quitte. Il y a Bon, écrit sur le salut. fond, arrêtez. À bientôt, Fabienne. Oui, on s'appelle. Ouais, ça va. Allez, merci, bisous. Vous savez, tout le monde est parti. Et juste arrêter. Là, là.